Aujourd'hui, on va parler d'abstraction de données. Et comme je vous ai dit, c'est une des clés de voûte de notre société. Hein? En dessous, il y a la langue de calcul. Après, il y a la programmation d'ordre supérieur. Et maintenant, on va passer au niveau abstraction de données. Et toutes les abstractions que nous allons définir, on va utiliser la programmation d'ordre supérieur pour définir ça. Donc, l'abstraction de données, c'est le principe principal pour organiser des systèmes logiciels complexes. Hein, c'est avec ça qu'on peut le faire. Sans l'abstraction de données, on serait toujours au Moyen-Âge ou au 19e siècle. On va donc étudier ça et on va donc faire des abstractions et on va utiliser la programmation supérieure qui va être le concept essentiel pour ça. Mais il y a d'autres concepts qui vont nous aider. Les cellules, l'état qu'on a défini la semaine dernière, c'est très utile parce qu'avec ça, on peut modéliser des changements et il est très intéressant d'avoir des abstractions de données qui peuvent changer avec le temps. Hein, parce qu'une abstraction, c'est une sorte de boîte et ça modélise quelque chose dans le monde réel. Donc l'état explicite est très intéressant, mais n'est pas essentiel. On peut le faire. La seule chose dont on a vraiment besoin, c'est le high order, c'est la programmation d'ordre supérieur. D'abord, je vais maintenant vous raconter, un peu motiver les principes, les idées pour l'abstraction. Le premier pas, ça s'appelle l'encapsulation, hein, ou une sorte d'emballage, si vous voulez. Et je vous raconte une histoire. L'encapsulation, c'est quelque chose qui peut nous aider. Ah, c'est difficile parce que je n'ai pas les yeux derrière. L'encapsulation, vous montrer l'intérêt de la chose parce que c'est un concept très intuitif. Supposez qu'on a une télévision hein, et tous les circuits sont exposés à l'air. Ok, bah, ça peut être bien, n'est-ce pas? Parce qu'elle sera plus légère, n'est-ce pas? Tout cet emballage très lourd, pourquoi on a besoin de ça? On a quelque chose de plus léger. Mais en fait, c'est pas bon pour plusieurs raisons. Hein? Si vous touchez, vous pouvez avoir des chocs électriques. 220 volts, c'est pas très bon pour la santé. Et avant, il y avait même plus ça. Donc, des télévisions avec des tubes cathodiques, il y avait même 20 000 volts. C'était vraiment pas bon pour la santé. Et aussi, c'est pas bon pour la télévision. Si vous versez une tasse de café, eh bien, en principe, elle ne va pas aimer ça. Hein? Et en plus, il y a quelquefois des hackers qui aiment l'électronique, qui voudraient améliorer les performances de la télévision en chipotant un peu avec les circuits. Hein? C'est parfois peut-être pas une bonne idée, hein, parce que ça peut être dangereux. Donc, après tout ça, il peut être une bonne idée de mettre la télévision dans une boîte, hein, une sorte de boîtier qui la protège. Hein, qui protège la télévision contre les endommages et qui n'autorise que des interactions autorisées, hein, allumer, éteindre, hein, et quelques mots, sélection de chaînes, etc. Volume. Ça, c'est le premier pas vers l'abstraction, c'est l'encapsulation. Protéger quelque chose dans une boîte. Et maintenant, dans un programme, voici un petit programme. C'est une pile, un stack. Et c'est l'exemple que je vais utiliser pendant tout le cours aujourd'hui. Et je vais vous montrer 4 manières de faire l'abstraction avec la même pile. En fait, il y a 4 manières de faire les abstractions de données, dont vous avez déjà vu une ou deux, mais peut-être pas toutes les 4. Et les langages choisissent, piochent dedans. Et ça, ce que je vous montre, ça, c'est une implémentation de pile. New stack
c'est représenté avec une liste, c'est nil. Push, c'est mettre un élément au sommet. Donc S, c'est la pile avant, X, c'est l'élément, X bar S, c'est la nouvelle pile. Pop, c'est enlever le sommet. X égale S.1, c'est le sommet, et on renvoie S.2, c'est ce qui reste. Donc avec push et pop, on peut donc gérer la pile, et enfin il y a une fonction booléenne, S égale nil, pour voir si la pile est vide ou pas. Une simple pile avec 4 opérations. Mais cette implémentation, si vous l'utilisez, n'est pas protégée, n'est pas encapsulée. Ça veut dire que si vous utilisez ça, vous pouvez tenter d'utiliser ça, simplement avec des listes. Ce n'est pas protégé. Ça veut dire que si j'utilise ça et je prends le résultat d'une opération, comme push, ben, c'est une pile. Je peux faire des choses avec les piles sans que l'abstraction, sans que la pile de l'implémentation soit au courant. Je peux donc chipoter dans la représentation, dans la pile. Je peux lire ce qu'il y a en dessous du sommet, je peux faire des opérations bizarroïdes, comme reverse ou autre, créer des piles qui ne sont pas créées par ces 4 opérations. Et donc, c'est un peu de n'importe quoi. Vous voyez, on ne peut pas garantir que la pile marche. Et donc, la différence entre ça et une abstraction, c'est qu'une abstraction est garantie de marcher toujours à cause de l'encapsulation. Donc, je vais vous donner maintenant la définition d'une abstraction. Définition, c'est une partie du programme. C'est dans un programme, vous pouvez plein de fichiers, une partie de ce texte, de ce programme, qui définit une abstraction, et on peut différencier l'intérieur, l'extérieur et l'interface entre les deux. Et l'intérieur est caché de l'extérieur. Si vous voulez faire quelque chose avec l'abstraction, il faut passer par l'interface. L'interface, c'est le seul moyen d'accès. Et tout le reste est protégé. L'interface, ici, vous voyez op1, op2, 2, op3, c'est 3 opérations. Ça peut être des fonctions, des procédures, n'importe quoi, des trucs qu'on peut utiliser dans le programme, des objets, avec des arguments, avec des entrées et des sorties. Alors, tous ce dont on a le droit d'utiliser, ce sont ces 3 opérations. En plus, il y a des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi avec une abstraction. Par exemple, si j'ai une pile qui est vide et j'essaie de faire un pop, bien, il va y avoir une erreur. Par contre, si j'utilise les opérations selon les règles, j'ai une garantie que les résultats sont bons. Ça, c'est très fort. J'ai donc la garantie que tout va bien se passer. Et donc, la conclusion, c'est l'encapsulation, la boîte ici, doit être soutenue par le langage de programmation. Le langage, quand on écrit un code, doit garantir que les codes à l'extérieur ne peuvent pas chipoter à l'intérieur, sauf en passant par l'interface. Ça, c'est la différence entre un bout de code quelconque et une abstraction. Okay? Une abstraction, il y a des opérations, il y a des règles, et c'est le seul moyen d'accéder à ce qui se passe. Okay? Et c'est ça que nous allons programmer. Donc pour programmer ça, nous avons assez de concepts, nous avons vu assez de concepts pour programmer des abstractions. Beaucoup de langages ne les programment pas, mais on vous les offre. Java, il y a des classes et des objets. Comment est-ce que les classes marchent à l'intérieur? On ne sait pas très bien, mais l'abstraction est garantie par le langage. C'est une manière de faire. Mais ici, dans le cours, on va vous montrer
comment les abstractions marchent. Donc, on va les programmer. Après, on peut donner un sucre syntaxique. Hein? On appelle ça une abstraction linguistique. On peut donner une nouvelle syntaxe à l'abstraction pour rendre plus facile son utilisation pour le programmeur. Et c'est ce que font la plupart des langages, hein, comme Java ou Python, ou autres. Mais nous allons faire ça aussi. Hein, on va voir comment donner de la syntaxe. Mais avant de faire ça, on va les programmer, les abstractions. Et on a assez de concepts. Hein, à cause de la programmation fonctionnelle, on a vu assez de concepts. On n'a pas besoin qu'il y a la magie qui tombe du ciel. Java vous donne des objets, mais on ne vous dit pas comment c'est implémenté. On ne peut pas implémenter des objets en Java. C'est la définition de Java. Hein? Ça, c'est bon pour un développeur, mais ce n'est pas suffisant pour nous ici. Ici, avant de faire ça, on va voir comment on va les définir, on va les programmer. Et on va voir qu'il y a plusieurs façons, plusieurs manières de faire des abstractions. En fait, il y a plein de théoriciens qui travaillent là-dessus. On ne va pas trop regarder ça, mais je vous donne des notions fondamentales. Ok. Donc d'abord, avant de programmer, je résume les 3 avantages. D'abord, la garantie que l'abstraction va marcher. Hein? À cause de l'interface, on doit passer par l'interface, on ne peut pas accéder au code ou à la représentation autrement. Le langage va simplement l'interdire. Et c'est vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Avec ce que nous avons vu, hein, la portée statique et surtout la programmation d'ordre supérieur permettent de cacher les choses et de ne pas les voir, sauf en appelant des fonctions, des procédures. Donc d'abord la garantie. Hein. Deuxièmement, réduction de complexité. Ça c'est un peu plus subtil. Quand j'utilise une abstraction, je ne dois pas comprendre comment elle marche. Hein. Je ne dois pas, on peut avoir une abstraction écrite à 100 000 lignes de code, plus. Et je l'utilise facile. Je ne dois pas lire 100 000 lignes de code. En fait, la protection, c'est aussi une simplification. Je ne peux pas regarder l'intérieur, donc je ne suis pas tenté de regarder l'intérieur parce que je ne peux pas. Je suis obligé de passer par l'interface. Et donc, on peut l'utiliser facilement. Et ça, c'est un concept hein, qui est très connu dans la société. Ce n'est pas l'informatique qui a inventé ça. Hein. La division du travail, séparation des métiers, différents métiers. Hein. Je conduis une voiture, mais je n'ai pas besoin de comprendre comment elle marche. Juste un petit peu. Hein. Hein, qu'il faut, si c'est électrique, il faut charger la batterie quelquefois. Je dois comprendre certaines choses, mais tous les détails, non. Et sinon, un être humain n'a pas une tête aussi grande pour comprendre tout ça. Et, conséquence, c'est le 3e avantage, c'est une conséquence du 2e, on peut faire des très grands programmes, d'énormes programmes, des millions, des dizaines, des centaines de millions de lignes de code. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une sorte d'éventail d'abstraction. Et chaque abstraction, c'est un bout de code qui peut appeler d'autres abstractions, mais sans connaître l'intérieur. Donc moi, en tant que développeur, je peux faire une librairie, et d'autres peuvent l'utiliser, mais ils doivent simplement connaître l'interface. Et toute la complexité, c'est pour moi, le développeur, pas pour l'utilisateur. Et donc, on peut avoir une équipe. Et même ces équipes-là ne doivent même pas être ensemble. Sur des décennies, on peut avoir des milliers ou des millions de gens qui écrivent des programmes en utilisant les anciennes abstractions pour créer des nouvelles. Donc, on crée un énorme édifice. Et c'est possible à cause de l'abstraction.
Vous voyez comme c'est un concept essentiel, hein, ça. Et maintenant, on va vous donner la fondation de ça, comment ça s'est ancré dans le monde, dans l'opération d'un ordinateur. Comment est-ce que ça marche? Ok, donc ça c'est les trois avantages principaux. Et maintenant, avant de donner du code, je dois vous expliquer qu'il y a deux formes, il y a deux sortes d'abstraction. C'est très curieux. En fait, il y a des raisons fondamentales pour ça, des raisons plus ou moins mathématiques, mais en fait, il y a deux manières d'organiser des abstractions. Et on les appelle objets et abstract data type, type abstrait. Et vous allez voir, en fait, c'est quand même assez intuitif une fois qu'on a compris pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi il y en a deux. Donc, un objet regroupe les choses. Donc, une abstraction, en général, il y a des valeurs, hein, il y a des trucs et des structures de données, et là-dessus, on fait des calculs. Alors, ça, c'est raisonnable. Donc, il y a des valeurs et des opérations. Hein, on a des entiers, on fait de l'arithmétique. Hein, on a des listes et on fait append, reverse, etc. Donc on a des valeurs et des opérations. Eh bien, pour un objet, les choses, les valeurs et les opérations sont regroupées. Il y a une sorte, un truc, une boîte, et la valeur est là-dedans, mais les opérations aussi. Tout est dedans. Hein? Et en fait, vous avez déjà utilisé ça. Si je crée un objet en Java, l'objet contient des méthodes et des attributs. Les attributs, c'est les valeurs. Les méthodes, ce sont des opérations. Mais tout ça est défini dans une classe, c'est donc ensemble. Si je crée un objet, il y a une seule entité. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière s'appelle un type abstrait. Et là, les valeurs, les opérations sont séparées. C'est en deux entités séparées. Hein? Quelques exemples. Dans le monde réel, c'est très on revoit tout dans le monde réel, c'est l'un ou l'autre. Une télévision est un objet. Hein? Tout est dans la boîte. Il y a une interface. Et toutes les opérations, toutes les valeurs, hein, toutes les données sont à l'intérieur. On l'allume, on peut sélectionner un canal, changer de volume, etc. Hein, c'est un objet. Il y a une seule chose. Par contre, une machine à acheter des canettes, des coca, c'est un type abstrait. Il y a une grosse machine, mais il y a aussi des pièces. On met dedans, hein, des pièces d'argent. Voici, vous avez déjà vu ça, je vais vous montrer ça par exemple. Ça c'est une pièce de 2 €. Cette pièce, je peux la mettre dans la machine et une canette de coca va sortir. Hein, et on peut même boire ce machin-là sans mourir. Hein. Donc, je ne vais pas vous le recommander, mais il y a des gens qui aiment ça, apparemment. Comme des gens qui aiment sauter dans le Grand Canyon ou quelque chose comme ça. Mais bon, il y a de tout dans le monde. Mais en fait, vous voyez, il y a différentes choses. Il y a la grosse machine, il y a les pièces, et il y a les canettes, hein, les choses qui sortent. Donc il y a les valeurs, ce sont les pièces et les canettes, et une opération, celle de vente. Hein. On met une pièce et on obtient une valeur. Vous voyez, il n'y a pas qu'une seule machine, un seul truc, il y a 2 genres de choses. Les pièces et la canette, ce sont des valeurs, ce sont des choses qui ne sont pas des machines normalement, hein. Ce sont des trucs qu'on utilise. Et la machine utilise ces choses et fait travail avec ça. Donc ça, c'est un exemple d'un type abstrait.
maintenant, je vais vous implémenter ça. Je vais vous expliquer ça séparément. On va parler de types abstraits et d'objets. Et bien sûr, on peut me donner tout un cours sur ce truc-là. Pour les objets, je peux parler de polymorphisme, d'héritage. Là, on ne va pas trop en parler. Je veux simplement vous les définir aujourd'hui. Quelque chose que vous n'avez pas fait le dernier quadrimestre. Vous avez utilisé des objets, mais est-ce qu'on vous les a définis rigoureusement? J'ai des doutes, mais aujourd'hui je vais les définir. Donc je vais vous les définir et je vais toujours utiliser notre exemple, la pile. La même pile, on va l'implémenter en objet et en type abstrait, et vous allez voir la différence entre les deux. Mais je vais commencer par les types abstraits. Abstract data types. D'abord, un peu plus d'exemples. Un type abstrait, c'est un ensemble de valeurs et un ensemble d'opérations, qui sont des choses séparées. Un exemple, des entiers. Je fais, par exemple, 35 plus 42, et ça me donne 77. Eh bien, le plus, ça c'est l'opération, le 35, le 42, le 77, ce sont des valeurs, des constantes. Vous voyez qu'en Java, on a ça aussi. Vous vous souvenez qu'en fait, il y a deux types d'entiers en Java. Il y a des entiers objets, et il y a des entiers qui ne sont pas des objets, qui sont des types abstraits. Et si vous pouvez les convertir l'un de l'autre, c'est bizarre, hein? Ça montre que la conception de Java n'est pas totalement cohérente. Hein? Pourquoi on a deux genres d'entiers comme ça? Ben, en Java, c'est purement à cause de l'efficacité. Un entier en type abstrait en Java, c'est une case mémoire de 32 bits, 9 chiffres. Par contre, un entier objet, c'est un vrai objet qui a une classe, on peut créer une instance qui est un entier, etc. Ça prend donc plus de mémoire. Donc, pour des raisons d'efficacité, quand ils ont inventé Java en 88, ils ont dit, merde, les entiers, c'est super finant, on va aussi ajouter des entiers comme on les avait avant. Comme ça, on peut faire des trucs efficaces. Ça montre un peu son âge avec ça, mais bon. Hein? Mais en Java, il y a ces deux genres de choses. Et il n'y a pas d'état. Les choses ne changent pas. Les valeurs sont des constantes. Hein? 35, c'est 35. Ça ne change pas, c'est une constante. Et l'opération est aussi une constante. Hein? L'opération n'a pas de mémoire interne. L'opération plus, c'est une addition. Ça ne change pas. La fonction addition reste la fonction addition. Donc, il n'y a aucun état dans ce truc-là. Il n'y a pas de cellule. Hein. On donne des jetons. Alors, ce sont un peu des jetons à une opération. Il renvoie un autre jeton comme sortie. OK? Donc ça, c'est un type abstrait. Et maintenant, je vais l'implémenter avec notre pile. On va implémenter la pile en type abstrait. Question? Excellent. Donc dans ce cas-ci, le type abstrait serait le plus, qui serait la machine qu'on lui donne les objets 35 et 42 et qui redonne... Le type abstrait, c'est les entiers et les opérations. Ok, d'accord. Oui, donc ici, on a un ensemble de nombres et un ensemble d'opérations. Donc là, je dis plus, mais on peut avoir moins, multiplication, division, et on peut avoir des tas d'autres valeurs. Hein. Donc l'ensemble de toutes les valeurs, plus l'ensemble des opérations, ça fait un type abstrait. Hein. Et on prend deux valeurs, et les opérations, c'est une sorte de machine, on donne deux valeurs, et il y a une autre valeur qui sort. Tout ça. Il crée, l'opération va créer une autre valeur. Hein? 77. Mais 77, tous les 77 sont les mêmes. Hein? Il y a un seul 77. Hein? Crée 77. Et je vais vous montrer comment ça marche avec la pile.
je vais définir une pile avec 4 opérations. Simplicité, hein. Je vais vous donner un exemple et on va faire toutes les actions avec le même exemple. Donc, d'abord, la création de nouvelles piles, push pour mettre un élément sur le sommet, pop pour enlever le sommet, isempty pour tester si c'est vide. Donc, voici l'interface. Après, je dois vous l'implémenter. Donc, ça, c'est l'interface de type abstrait. S égale newStack. S, c'est une nouvelle pile qui commence. Cette pile commence par être vide. Hein? C'est une nouvelle pile vide. Après, je peux faire d'autres opérations. Hein? Push. Je prends une pile S. Je prends l'élément X. J'appelle push et je renvoie une autre pile. Je peux faire ça comme ça. Hein? newStack. Sort et je vais faire une pile vide. Je vais définir une pile comme ça. Ça, c'est une pile, il n'y a rien dedans. Si je fais push, j'ai une pile existante avec des éléments et un nouvel élément. Push et à la sortie, j'ai une nouvelle pile qui contient tout ça plus l'élément X au sommet. Je l'écris comme ça pour ne pas faire des hypothèses sur la représentation. Hein? On va voir après comment on les représente. Mais conceptuellement, c'est ça. Vous voyez, ça correspond directement à l'exemple avec les entiers. Hein? 35 et 42 sont les valeurs. Là, il y a une pile. Ça, c'est une constante. Hein? C'est une pile qui a une valeur, peut-être ABC dessus. ABC. Push, et ça, c'est une constante. X, peut-être petit d. Hein? Et je fais le push, et j'ai une nouvelle pile qui est aussi une constante. Donc, c'est exactement analogique à l'addition. Hein? Le push prend deux valeurs et renvoie une autre valeur. Et le pop fait la même chose, mais va sortir une valeur. Hein? Donc, pour faire le dessin du pop, je place. Je peux l'utiliser ici. Donc, pop va prendre une pile. Là, il y a deux résultats. Mais une fonction n'a qu'un seul résultat. Donc, comment je vais faire un autre? Eh bien, les x ici, ça, on va le lier, ça sera une variable liée, qui sera lié au résultat. Hein? Et après, donc si je la pile ABC, la sortie, ce sera une autre pile, AB. Et après, on va avoir x égale C. En fait, il y a deux sorties. X égale C, c'est une limitation de Hauss, les fonctions ne peuvent avoir qu'un seul résultat. Sinon, on pourrait définir ça comme une procédure. Comme ça, c'est une manière de faire. Hein? Vous voyez, donc on a une pile, on va la séparer en une autre pile et un élément. Donc exactement pareil qu'ici. Ici, on a trois entiers, mais on n'est pas forcément de voir le même type pour tous les arguments. Hein. Là, on a une pile et un élément. Pas de problème. Hein. Donc, avec ça, on fait une pile. On peut faire newStack, push de newStack A, B. Ça renvoie une pile qui contient B, A. Ça, c'est si c'était une liste. Hein. Normalement, on n'a pas le droit de savoir, de regarder à l'intérieur de ça. Ce cercle, c'est une frontière infranchissable. Hein. On n'a pas le droit de franchir cette frontière. Comme on n'a pas le droit de garder le code de push, c'est une abstraction. Donc, ce qui est à l'intérieur de cette frontière, on ne peut pas y toucher. On n'a aucun accès. Tout ça, c'est l'intérieur de l'abstraction. Hein? C'est pour ça que je mets le cercle. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur, et tous les cercles sont la frontière. Okay? On va l'implémenter maintenant.
voici une implémentation, mais celle-là n'est pas bonne. Hein? New stack renvoie nil, push fait x par s, pop fait x égale s.1, qui renvoie s.2, et empty va comparer s avec nil. On représente la stack par une liste. Mais ça, ce n'est pas une abstraction. Il n'y a aucune protection. Il n'y a pas pour les données. Là, ce cercle n'existe pas. Ce cercle n'existe pas. On peut tout faire, on regarde, on voit tout avec ça. Hein, si on peut faire un push ABC, on a ça. Hein? Après, on a A, D, ABC. Ça, c'est pas une abstraction. Là, je ne vois pas le code. Là. Mais il n'y a aucune protection là. Il n'y a pas de cercle. C'est pas encapsulé. C'est pas une abstraction, ça. On peut dire, oui, on peut l'utiliser, mais on peut tricher avec ce truc. Et c'est vraiment pas bon. Il n'y a aucune garantie. On peut faire ce qu'on veut. Alors, maintenant, je vais vous montrer un nouveau truc. Comment protéger ça? Comment on va protéger? On n'a pas le droit de regarder. On doit protéger ça. Comment on fait? Hein? On doit avoir une manière de protéger les valeurs. Hein? Donc, conceptuellement, on fait un emballage. On va faire un emballage sécurisé. Donc là, c'est un autre concept. Hein? Je vous l'introduis. On peut le faire avec du higher order, mais c'est intéressant de vous introduire ce concept-là, de cacher quelque chose. Nous avons besoin d'une manière de protéger les valeurs. Comment vous les protéger? Bien, je vais vous inventer un emballage. Un emballeur sécurisé. Hein? J'ajoute un concept. Pour l'instant, je ne vous montre pas comment c'est implémenté. Hein? On peut l'implémenter avec des règles, mais je ne veux pas vous montrer ça, parce que là, je vais simplement vous montrer comment le type abstrait marche. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder le livre, et en plus, dans le cours 1131, je vais expliquer un long et un large. Là, je vais simplement vous les introduire. J'ai deux fonctions, wrap et unwrap. Donc, emballer et déballer. Je prends X, je l'envoie à wrap, et j'obtiens W, qui est une sorte de version protégée de X. Hein? On peut, la meilleure façon de comprendre ça, c'est de dire que wrap fait de l'encryption, ça va crypter le X, et W, c'est une version cryptée. Donc on ne peut pas, regardez, c'est crypté. Mais le unwrap peut le faire. Pourquoi? Parce que wrap et unwrap, ils ont une clé partagée. Ils connaissent tous les deux la même clé, hein, comme pour la cryptographie, qui est cachée avec la programmation d'ordre supérieur. Donc tout ça, ça repose largement sur l'ordre supérieur, mais je ne veux pas tout vous expliquer là tout de suite. Hein, pour d'autres moments. Donc, on va donc créer wrap et unwrap. Donc là, par exemple, je fais ABC et le résultat sera ABC protégé, comme ça. Et unwrap prend un ABC protégé et renvoie une liste, carrément, ABC, la liste ABC. Et il y a une clé, une information secrète connue que de wrap et unwrap et de personne d'autre qui permet à unwrap de défaire l'emballage fait par wrap. Mais personne d'autre ne peut le faire. Si on ne connaît pas la clé, on ne peut pas regarder dedans. C'est complètement protégé. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Et ça peut être une structure super compliquée ici. Hein. Ici, c'est une liste, mais ça peut être un truc énorme qui est protégé comme ça. Avec ça, on peut faire le type abstrait. Par contre,
wrap et unwrap, c'est une paire, hein, qui vont ensemble. Hein. Le wrap, il a son unwrap et ça marche ensemble. Mais pour chaque type abstrait, il faut une autre paire. Et donc, en fait, il faut une fonction, une manière d'instancier, de créer des nouvelles paires, wrap et unwrap. Et ça, c'est le nouveau du higher order qui fait ça. Question? Oui, en fait, la fonction new wrapper qui crée un wrap et un wrap. Du coup, imaginons que quelqu'un me donne du code et que moi j'utilise un wrap, ça ne va pas fonctionner parce que c'est... Avec une autre clé. D'accord. Chaque wrap, quand j'appelle new wrapper, ça crée deux fonctions, wrap et unwrap. En fait, ça crée une nouvelle clé secrète. Et ça crée deux fonctions qui connaissent cette clé. Et personne d'autre. Si tu as une autre fonction unwrap, il ne va pas pouvoir déballer les choses qui ont été emballées par un autre wrapper parce qu'ils n'ont pas la clé, la même clé. Donc chaque appel, un new wrapper, va créer une paire avec une clé partagée. Vous voyez aussi, ça a toujours du higher order. Hein? Le higher order, c'est partout dans cette histoire. Hein? Donc là, c'est dans l'appel de new wrapper, mais dans l'implémentation de wrap et unwrap aussi. Je ne veux pas expliquer ça tout de suite. Hein? Pour ça, je vous laisse un peu sur votre fin, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas grave, on va faire des choses, des objets moins plus simples. Hein? Je vous montre les types abstraits justement, parce que, à cause de cette subtilité. Maintenant, on peut implémenter la même pile en type abstrait vraiment protégé. Et le code est presque le même qu'avant, mais on doit y mettre des appels de wrap et unwrap. Et ça, c'est le code. Il n'est pas compliqué, mais je vous explique comment ça marche. C'est simple, mais je ne crois pas que vous avez déjà vu cette façon de faire. Donc, supposons que j'ai une pile ABC qui est protégée. Voilà. Et je veux faire un pop de ça, ou un push. Je vais ajouter l'élément. Donc ça correspond en fait à... C'est une autre manière d'écrire ça. Hein? Mais là, je vous montre ça comme une pile. Mais là, je vous montre carrément la représentation intérieure. Et je veux faire un push. Ça, c'est le push. Je ne vais pas vous voir tout de suite ce que ça donne. Et il y a le D là. Le D n'a pas forcément besoin d'être protégé, mais ça peut. Et il y a un résultat ici. On peut l'écrire comme ça. Protégé. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, tout le cercle ici, c'est une protection dure. Hein? C'est imperméable, le cercle ici. Hein? Personne ne peut regarder ça, sauf la personne qui connaît le wrap et unwrap. Donc ça a été créé avec wrap. Hein? À un certain moment, hein, ABC protégé, ça a été créé par un wrap. Avant, hein, je vous dis ça comme ça, mais ça est un truc qui a été créé par un wrap. Il n'y a que le unwrap qui peut le garder dedans. Donc le push, il a des arguments W et X. Comment est-ce que ça marche? Bien, je fais. Là, je vous montre le code de push. S égale unwrap de W. W qui vient là. Et là, j'ai le droit parce qu'à l'intérieur du code de push, je connais le unwrap. Et le résultat de push, allez, je vais appeler ça R, le résultat, c'est wrap de X bar S. Là, c'est écrit un peu plus. Donc, le unwrap
ça permet de traverser la frontière entrée, donc le W là devient S, hein, et le wrap, X bar S devient R, permet de sortir. Donc quand le W rentre, j'utilise un wrap pour sortir la pile, et après, je calcule la nouvelle pile, X bar S. On suppose que le D n'est pas forcément protégé, ce sont des éléments. Allez, on suppose que les éléments ne sont pas forcément protégés, ça c'est X, X bar S, et on fera, et R c'est le résultat qui va être la sortie, donc qui va traverser la frontière. Donc l'opération de traverser cette frontière est super importante. Il faut bien comprendre, hein? On rentre dans l'abstraction et on sort. Hein? C'est comme une base militaire. Hein? On rentre, il n'y a pas tout le monde qui rentre. Question? Ouais. Donc on ne protège que les données, on ne protège pas la fonction. Puisque là on est la fonction est aussi protégée, okay. Mais la fonction n'a pas besoin. Je définis la fonction, mais la fonction, je peux déjà ne pas regarder son code. Hein? Sinon, on pourrait aussi penser à protéger la fonction. Mais là, la fonction, dans le langage OS, et la plupart des langages, une fois qu'on définit une fonction, le code est déjà protégé. Hein? C'est juste des valeurs qu'il faut protéger en plus, qui ne sont pas protégées. Vous voyez comment ça marche? Maintenant, c'est une vraie abstraction. Okay? Et wrap et unwrap sont cachés du reste du programme. Okay? Mais je vais vous écrire ça, le code. Je vais vous montrer cet exemple. Ça, c'est la définition de l'opérateur. Je ne vais pas expliquer. Maintenant, j'attends les auteurs. Voilà, très bien. Je vais maintenant définir ça. Ça, c'est le new wrapper. Je l'ai déjà défini. Maintenant, je vais vous définir la pile en ADT. Donc, il y a des fonctions. Je vais le faire petit à petit. Hein. Local, wrap et unwrap sont des choses protégées. Je vous ai ici appelé là, j'ai créé wrap et unwrap, deux nouvelles fonctions qui sont cachées du reste du programme avec la portée lexicale. Et je vais vérifier que j'utilise le même interface. Push WX, ok. WX. Je vais vous l'écrire en long et en large. S égale unwrap W. Je vais d'abord déclarer S. Et le résultat, c'est X par S. Vous voyez, je prends le W, je sors S, je fais l'opération et je renvoie le wrap. Vous voyez, unwrap et wrap existent à la frontière. Hein? Ici, on a un unwrap, c'est pour rentrer à l'intérieur. Et ici, pour sortir, on a wrap. Et à l'intérieur de cette définition, on a des versions unwrappées. Je vais faire
GlueStack. Bon, la pile c'est 1000, mais je ne peux pas sortir 1000, ce n'est pas protégé. Je dois protéger ça. Alors la façon de protéger, c'est de le envoyer comme ça. Comme ça, par exemple. Et je vais faire une dernière fonction, et après on va voir l'expression. Hop, WX, S, min, S égale, pareil comme avant, on va W, X égale S.1, et le sortie, c'est wrap S.2. D'accord? Là, je n'utilise pas les raccourcis, ça. Par contre, il faut déclarer cette fonction. Push. Ça, c'est global. Donc, déclare, c'est une déclaration globale. Donc, tout le monde voit push, GlueStack, hop, c'est une partie de l'interface. Hein? L'interface est visible par tout le monde. Et je vais définir maintenant ça. C'est bon. Et maintenant, je peux faire une opération. Ah, il y a un GlueStack. Qu'est-ce qui se passe si je fais browse A? Le browser ne peut pas tout regarder l'intérieur. Là, on ne voit pas l'intérieur. Il est écrit chunk. Chunk, c'est une sorte de record, mais sans qu'on ne peut pas le regarder à l'intérieur. Donc maintenant, je fais déjà B égale push A fou, comme ça. Et B, de nouveau, ça serait quelque chose de protégé. Voilà, de nouveau, on voit rien. Mais on peut sortir avec un pop. C égale pop B X. Le C, ce sera la pile sans l'élément X, et X, c'est le sommet. Et maintenant, si je fais browse X, je vois fou. Ce qui était caché à l'intérieur. Vous voyez ça? Ça, c'est une vraie pile protégée. Une vraie type abstrait. Ok, ça c'est tout ce que je veux dire sur le type abstrait. Je vais résumer ça rapidement et après je vais parler des objets. Les objets c'est plus simple, vous connaissez les objets. Ça c'est nouveau. Un peu d'histoire, c'est bien. Les types abstraits et les objets ont une longue histoire. En fait, la plupart des concepts dans l'informatique ont été inventés dans les années 60 et début 70. C'est curieux. C'était une période extrêmement fertile. Vous vous souvenez du langage de calcul avec Peter Landen en 65? Eh bien, le type abstrait, le premier langage qui connaît le type abstrait, c'est un langage qui s'appelle CLU, développé par Barbara Liskov. Après, elle a gagné le prix Turing, c'est le prix Nobel pour les informaticiens, ça et pour d'autres travaux, en 1974. Le premier langage orienté objet s'appelle Simula 67 et, aux surprises, inventé en 1967. Et donc, les objets et les types abstraits ont commencé presque au même moment. Et les langages, un langage comme CLU, il est basé sur un genre de wrap on wrap, mais il a du soutien syntaxique. Et même des langages orientés objets soutiennent aussi des types abstraits. En fait, si vous étudiez bien Java, vous voyez que Java
aussi contient des types abstraits. Les entiers en Java peuvent être des types abstraits. Et il y a même des objets Java sont en partie des types abstraits. C'est assez bizarre. Peu de gens savent ça. Mais la plupart des langages orientés objets soutiennent aussi les types abstraits. Ok, ça c'est pour l'histoire. Et maintenant, on va faire une pause et après je parlerai des objets. Bref, pour les objets, parce que vous connaissez plein de choses sur les objets, tout ce que je vais vous dire, c'est la définition d'un objet. Vous avez fait un cours entier sur les objets, mais il y a une chose que vous n'avez pas vue dans ce cours, c'est la définition d'un objet. C'est vrai, hein? Non? Je dis vrai, non? Vous avez fait beaucoup de choses sur les objets, l'héritage, plein de trucs, polymorphisme, sans savoir la définition d'un objet. C'est curieux, non? Vous ne trouvez pas ça curieux? Bon, moi, je vais corriger ce problème pour vous donner la définition d'un objet. Tout le reste, vous connaissez. Donc, d'abord, juste pour vous rafraîchir, un objet représente une valeur et des opérations. Si j'ai une pile, ça, je vais bien sûr vous donner des objets avec la syntaxe OS, mais Java, chaque langage a sa petite syntaxe pour un objet, hein, avec un point, par exemple, s.push. Mais là, en OS, la syntaxe, c'est la syntaxe OS, mais sinon c'est l'objet. S, c'est un objet, une pile. Je peux faire S push X, donc push X c'est le message, pop X c'est le message, isEnt X c'est le message. Hein? Je fais S égale stack, S push A, S push B, S pop X, browse X. Vous voyez, c'est un objet très classique. Hein? Toutes petites différences. En OS, maintenant, je peux vous le définir en higher order. Attention, cet objet va utiliser des cellules. En fait, je vais vous définir un objet comme vous le connaissez, c'est-à-dire un objet où on peut modifier les attributs. Hein, les attributs, ce n'est pas de l'affectation unique, mais on peut les modifier, comme on a vu la semaine dernière, et du coup ce sont des cellules hein, dans notre terminologie. Et donc, voici la définition d'un objet type. Ça, c'est toute la définition. Hein. Il y a un attribut. Chaque attribut, ce serait une cellule qu'on peut affecter. Et pour la pile, c'est facile. La cellule contient la valeur de la pile. Hein. C égale new cell 1000. Après, il y a 3 procédures qui, en fait, sont des méthodes. Hein. En général, il y a une syntaxe, méthode, etc. Mais là, c'est des procédures. Ici, on est en high order. Après, l'objet lui-même est vu comme une procédure d'un argument. Parce qu'on fait objet, méthode, objet, message, message. L'objet ressemble à une procédure d'un argument quand on l'utilise. Donc c'est la syntaxe qu'on va lui donner. M, c'est le message. Et là, il y a un case. Si on fait push X, on va appeler la procédure push. Si le message c'est pop X, on va appeler la procédure pop. Si le message est isEnt, on appelle la procédure isEnt. Et c'est tout. Hein? Et ça, c'est une fonction newStack. En fait, cette fonction correspond un peu à une classe. Hein? Avec le new, chaque fois qu'on appelle la fonction, on crée une nouvelle instance de l'objet. Ok? Et les objets, comme on les voit dans d'autres langages, comme Java ou autres, c'est du cycle syntaxique ou quelque chose comme ça. Donc ce que je vous montre là, c'est une définition sémantique. Hein. Vous avez compris, on a vu la sémantique de tout ce que vous voyez là, et donc rien n'est caché. Ça, c'est une vraie définition d'objet. Hein. Par exemple, même en OS aussi, il existe des syntaxes pour les objets. Hein. En général, il existe une syntaxe. On peut avoir classe, stack. Ça, c'est le syntaxe OS. Hein. Attribut, c'est la valeur. Méthode, met, push, X. On a S, double point égale
x bar valeur de S. Donc, en OS, il y a aussi une syntaxe. Il y a des attributs, il y a des méthodes, il y a un mot-clé, classe. Je vous joue juste pour le montrer. En Java, il y a aussi une syntaxe pour les classes, qui n'est pas exactement la même que ça, mais en fait, la correspondance est très proche. Mais ce que je vous montre là-haut, c'est un programme qui tourne. Ça, c'est un programme qui marche, mais on peut le voir comme une définition sémantique. Vous voyez? Si je vous donne ça, en fait, vous ne savez pas ce que c'est un objet. Parce que classe, attribut, méthode, c'est juste des mots. On ne sait pas ce que ça veut dire. Si on vous donne la syntaxe d'un objet en Java, en fait, c'est juste des mots. On ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, ça, là-haut, ça, c'est une vraie définition avec des concepts que nous avons vus en machine abstraite. Et je peux l'implémenter. Voilà. Ici. Je vais essayer de faire tout le même. Donc si je fais blue stack, C c'est une cellule avec la valeur push X. Là on a en fait on va mettre X sur la pile. Donc il y a différentes façons de faire ça. On va dire S c'est la valeur de la pile, c'est le contenu de la cellule. Et on va dire C devient X par. Non, on peut faire plus vite que ça. Push C devient X bar l'ancien contenu de C. Ça, c'est une simple affectation. La nouvelle valeur, c'est X bar l'ancienne valeur. On peut continuer. Et après, on a la vue de l'extérieur. Push X, c'est le message. Then, on va faire l'appel de méthode. Et ici, il y a une autre méthode. Bon, je ne vais pas le faire. Vous voyez, en fait, ce n'est pas très compliqué. Quand je fais stack push A, je vais appeler la procédure ici push A. C'est cette procédure-là qui connaît C à l'intérieur. Vous voyez que l'attribut C est caché de l'extérieur. Cet attribut-là est caché avec la portée lexicale. Par contre, push connaît C. C est dans l'environnement contextuel du push. Okay? Donc ça, c'est donc une définition d'un objet. Mais avec une cellule. Et c'est la même pile qu'avant. Je vous ai maintenant donné deux définitions de pile, et c'est une bonne. Je vais vous les confronter maintenant. En un slide, la pile en type abstrait et la pile en objet. Ici, je représente l'objet comme un record, un stack, avec des champs, et chaque champ c'est une méthode. Push, pop, is empty. Et chaque méthode est toujours une procédure, et l'attribut est toujours une cellule. C'est curieux, La même pile, on peut le définir comme un type abstrait ou comme un objet. Et la correspondance est assez bonne, assez stricte. La cellule ici, si on correspond pour l'argument W, et X comme argument ici, on le retrouve là.
on n'a pas besoin de faire unwrap W. Ici, le unwrap est automatique parce que quand on fait un push, on est dans la portée du C. Donc on voit le C. Vous voyez? Ici, le W, c'est un argument et on fait unwrap pour obtenir la pile. Ici, il n'y a aucun argument pour la pile, mais on la connaît avec l'environnement contextuel. On la connaît parce qu'on est à la portée de la pile. C'est une autre manière de cacher, hein, où on emballe quelque chose pour le sortir, où le C, il ne va jamais sortir. Hein. Le C ici, il ne sort jamais, il reste toujours à l'intérieur, et la procédure push va sortir, et le C est connu dans l'environnement contextuel. Push. Ok? Donc ça, c'est une définition de pile en type abstrait et un objet. Ça a l'air différent, mais je vous conseille de réfléchir là-dessus. Et on peut faire ça pour toutes les abstractions. La même abstraction, on peut la définir en type abstrait ou en objet. Quelle est la différence? Il y a des différences d'utilisation, hein, dans les deux choses. Hein? On va les élaborer au fur et à mesure que le cours continue. En fait, il y a une différence entre une pile en type abstrait et une pile en objet, même si les opérations que ces deux abstractions font sont les mêmes, certaines façons de programmer deviennent plus simples avec l'une ou l'autre. Ça a l'air très vague, mais on va voir ça. Donc il y a une différence dans l'utilisation, hein, dans le confort pour certaines choses, mais c'est les mêmes types abstraits. Ok. C'est tout ce que je veux dire sur les objets, parce que tout le reste vous connaissez. Bon, on va bien sûr utiliser les objets quelquefois dans le cours. Question? Donc, quand on fait le stack sous forme d'objet, les cellules sont déjà protégées avec un wrap ou bien... Non. Les cellules ici, il n'y a pas de wrap ici, la cellule est protégée par la portée lexicale. Le fait, cette cellule C, en fait, il y a un local ici, hein, local C, in, end, et on ne peut pas forcer à l'extérieur. Et on utilise la procédure push, c'est l'interface. Et c'est l'environnement contextuel qui connaissait. Mais bien sûr, l'environnement contextuel est invisible de l'extérieur. Vous voyez, on n'a pas besoin de wrap parce que l'environnement contextuel va déjà cacher la chose. Hein? Mais je vais vous donner un autre exemple avec d'un objet sans cellule, un objet purement fonctionnel. Mais d'abord un petit peu d'histoire des objets, comme pour les types abstraits. Hein, j'avais déjà mentionné 6067, en 1967. Après, il y a un langage qui s'appelle Smalltalk, pendant les années 70. Ça a commencé en 71, il y a eu plusieurs versions. C++, c'est vieux, C++, 79, toujours utilisé, mais c'est devenu une sorte de monstre. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà programmé en C++, je ne sais pas si vous avez vu le livre qui définit C++. C'est plus que 2000 pages. Hein. Et je suis désolé, mais le concepteur de C++, qui s'appelle Bjarne Stroustrup, c'est un Suédois qui a conçu C++. Bon, pour moi, il est un peu fou, ce type, mais bon, C++ continue d'être toujours utilisé. S'il voit ma vidéo, bonjour, tiens. Hein? Donc, la plupart des langages actuels, Java, ça date des fins des années 80. C'est vieux aussi, hein? 88, un truc comme ça. C'est vieux, hein? Non, c'est très vieux. Vous n'étiez pas né à l'époque, hein? Moi, j'étais né, je suis vieux aussi. Donc, dernier commentaire.
quand on parle d'un langage orienté objet, c'est un peu faux comme appellation, parce que ces langages, en général, soutiennent aussi des types abstraits. Il faut regarder en détail. Hein. Ce n'est pas un truc dont on parle beaucoup. Et la plupart des langages, on devrait les appeler des langages d'abstraction. Data Abstraction Language. Alors, la plupart des langages actuels soutiennent largement les abstractions de données, et pas que les objets. OK. Et maintenant, il y a un dernier truc. Je vous ai montré deux choses. Hein? Type abstrait et objet. Mais en fait, il y a 4 possibilités. Parce que là, je vous ai montré les types abstraits sans cellules, et je vous ai montré des objets avec cellules. Mais on peut aussi avoir des objets sans cellules, les types abstraits avec cellules. Ça fait 4 possibilités en tout. Et presque tous les 4, 3 des 4 sont très utilisés. Le 4e est plus rare, ça c'est curieux. Nous avons donc vu 2 formes, types abstraits, abstract data types, mais sans cellules, et des objets avec cellules. C'est ce que nous avions vu avant la pause. Mais il y a 2 autres. On peut avoir des types abstraits avec état et des objets sans état. Ça fait 4 manières de faire les mêmes types abstraits. C'est assez curieux. Il y a ces 2 axes. Je peux même faire un diagramme. On voit ici, à gauche, stateless, c'est sans cellules, c'est fonctionnel. Stateful, c'est avec cellules. Et en bas, c'est type abstrait, ADT et objet. Il a 4 possibilités. Hein, et je vous donne des exemples. Hein, un entier Java, c'est un type abstrait, mais il n'a pas de cellules. C'est ici. Un objet Java, c'est un objet, mais il y a des attributs qui sont des cellules, c'est ici. Il y en a 2 autres. Il y a un langage qui s'appelle Scala. Il y a aussi des langages Big Data qui ont des choses qui s'appellent des fluents. Et en fait, ce sont des objets qui ne sont pas des cellules, sans cellules. Functional object. Et il y a une 4e possibilité, c'est un type abstrait qui contient des cellules. Et je vais vous donner le code de tous les 4. Le code de tous les 4 est sur un slide, mais je vais vous expliquer un exemple très important, c'est l'objet fonctionnel. C'est un objet qui ne fait que avec du high order, rien d'autre. Pas de cellules, pas d'emballage, du pur high order functional object, c'est tout dont on a vraiment besoin. Et c'est très intéressant comme exemple de programmation higher order, un objet purement fonctionnel. Donc, pour expliquer les deux qu'on n'a pas encore vus. Functional object, un objet fonctionnel n'a pas d'attribut qu'on peut changer. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut changer? Eh bien, si on veut changer, la fonction vous renvoie un autre objet avec la nouvelle valeur de l'attribut. Quand on invoque un objet, on renvoie un autre objet qui contient une nouvelle valeur pour les attributs. Avant, ça n'a jamais été utilisé, mais maintenant, ça commence à être utilisé. C'est très intéressant, un objet fonctionnel, parce que ça ne change jamais. On peut l'envoyer par le réseau, il n'y a aucun problème de cohérence. Hein? Le grand problème des systèmes sur réseau s'appelle la cohérence. Si j'ai un objet ici, je peux la modifier. Mais si j'envoie l'objet à quelqu'un d'autre, qui est à 1000 km, maintenant, les objets sont connus à 2 endroits, qui sont à 1000 km. Si la première personne modifie l'objet, la deuxième personne ne va pas voir tout de suite la modification, à cause de la distance. Il y a un problème de cohérence. Et ce problème va vachement ralentir les choses.
Par contre, un objet fonctionnel n'a pas ce problème, parce qu'il ne change pas. Je l'ai ici, je l'envoie à 1000 km. Comme il est immuable, il ne peut pas changer, les deux objets sont cohérents. Vont rester cohérents. Et dans le système Big Data, où on envoie les données entre les ordinateurs par les réseaux, dans les data centers, on les envoie toujours par réseau, ce problème de cohérence sont très importants. Je vous explique ça, un peu la raison pour ce truc-là. Et quand on a une énorme masse de données, on envoie un objet fonctionnel. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que les données, il y a aussi des opérations avec. C'est comme une valise, il n'y a pas que les données, mais les outils nécessaires sont avec. C'est comme si on achetait une voiture et tous les outils de mécanicien seraient dans le coffre. C'est bien ça. On achète l'objet et toutes les opérations, on a les données, toutes les opérations viennent avec. C'est super utile quand on les envoie à 1000 km. Si j'envoie le paquet de données à 1000 km et la personne à distance veut faire des opérations, il faut aussi qu'on lui envoie le code des opérations. Mais avec un objet, c'est facile parce que tout est envolé ensemble. Donc ça, c'est très intéressant. Donc un objet fonctionnel, c'est très utile. Et le quatrième, c'est un type abstrait avec état. Ça, c'est un truc qui n'est pas encore très utilisé. C'est un truc très bizarre. Pourtant, ça existe dans le monde réel. L'exemple que je vous ai donné au début, une machine à vendre du coca, du canette. Je mets une pièce dedans, je sors une canette de coca. Cette canette, on peut la modifier. Je peux l'ouvrir et boire le coca et j'ai une canette vide. Et donc, ce n'est pas une simple valeur, c'est un truc qu'on peut modifier. C'est un exemple de ADT avec état. Ok, je vais simplement vous donner un morceau de code, l'autre est aussi dans le slide. Ceci, la même pile en objet fonctionnel. Ceci est un très très bel exemple de programmation d'ordre supérieur. Il n'y a pas de cellule, pas d'emballage. En fait, c'est la plus simple de toutes les abstractions. Il n'y a que du higher order ici. Que du higher order. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, j'ai une fonction stackObject que quand je l'appelle avec une pile, une liste, ça me renvoie un objet. Et si je veux faire, maintenant je regarde la définition de stackObject, si je fais push x, eh bien, je ne peux pas modifier cet objet. Par contre, je peux renvoyer un autre objet avec la nouvelle pile dedans. Donc S et X, ça fait X bar S. Okay. Donc en fait, la valeur de la pile, quand on appelle stackObject, est dans l'argument. Et toutes les fonctions connaissent cette valeur. Et si on veut modifier la valeur, on crée un autre objet avec la nouvelle valeur. Okay. Ok, je ne vais pas expliquer ça plus. Je vous conseille très fortement de coder ça et de jouer un peu avec, de voir comment ça marche. Ça, c'est vraiment un très très bel exemple de higher order. Là, on voit l'essentiel du data abstraction avec higher order. Ok. Je vais parler quelques mots sur Scala. Scala, c'est un langage. Je fais un peu de pub pour le langage Scala. Scala, c'est une sorte de dérivé de Java, inventé début des années 2000, mais continue à inventer en Suisse, à l'EPFL, par un groupe de chercheurs informateurs avec le chef qui s'appelle Martin Odersky. Et Scala, c'est un langage qui est à la fois fonctionnel et orienté objet, mais ça tourne sur la JVM, la même machine virtuelle que Java. Mais c'est un langage beaucoup plus souple que Java.
Et voici un exemple d'un objet fonctionnel en scala. On peut définir un objet immuable qui renvoie à un autre objet immuable fonctionnel. Je peux définir une classe nombre rationnel. Un nombre rationnel, ce sont deux entiers, hein, A divisé par B. Et ce sont des nombres, donc on ne peut pas les modifier. Hein. Un nombre rationnel, ça peut être quelque chose du genre 3 quarts ou 5 sixièmes. Ça, c'est un nombre rationnel. C'est une valeur, tout comme 34 ou 42. Et en scala, on peut définir ça comme un objet. Et quand j'additionne deux nombres rationnels, j'obtiens un autre nombre rationnel. Et les nombres rationnels en scala vont être des objets, mais qu'on ne peut pas modifier. C'est très naturel en fait. Hein? C'est très, très naturel en scala. Et je vais terminer, et après on passera un peu sur l'interro. La dernière chose, ça c'est un peu plus compliqué, un type abstrait avec état. Qu'est-ce que ça veut dire? On a à la fois un vapeur et une cellule. En fait, la cellule est cachée à l'intérieur du vapeur. Hein? Et je vous montre ça simplement comme titre d'exemple. Vous pouvez coder avec ça. C'est pas très compliqué de programmer avec ça. Hein? Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore rarement utilisé. Peut-être dans quelques années, on trouvera une utilité pour ce truc-là. Mais c'est aussi une abstraction donnée, hein? Il n'y a pas de problème. C'est un type abstrait avec état. Mais je ne veux pas dire plus de ça. Donc je fais la conclusion pour l'abstraction de données. Hein? C'est donc super important. On voit que c'est construit au-dessus du higher order et on peut ajouter d'autres concepts. Hein? L'état, les récoltes, les clés. Mais en fait, le seul vrai concept essentiel, c'est le higher order que nous avons vu, qui vient directement du nombre de calcul. Les autres concepts, ça peut ajouter de la puissance. Hein, par exemple, les cellules, ça permet à une abstraction de modéliser le monde réel parce qu'elle peut changer avec le temps. Hein, et sans cellules, c'est plus difficile. Vous voyez, ça donne d'autres possibilités pour ça. Et nos définitions que j'ai données aujourd'hui, c'est la sémantique. Hein. Ça bouche un trou qui a été laissé ouvert dans votre cours précédent. Hein. Enfin, on a vu 4 formes d'abstraction de données selon 2 axes, objet, type abstrait, état et sans état. Et la plupart des langages modernes soutiennent bien les abstractions de données, à la fois des objets et des types abstraits. Hein. On peut appeler ça des langages d'abstraction. Okay. Ça vous donne un premier aperçu comment, avec le higher order, on fait des abstractions de données. Et je vais terminer là pour aujourd'hui. Et maintenant, si je vais rester jusqu'à 16 h, et s'il y a des gens qui veulent discuter de l'interro, je suis à votre disposition. Hein? Mais si vous avez une question qui pourrait intéresser tout le monde, je peux donner la réponse en public, mais sinon je peux aussi discuter. Il y avait des gens qui sont venus me voir, il y avait des questions. Oui? Moi j'ai une question concernant. Donc dans le langage noyau, on a défini toute une série de valeurs et de procédures, d'instructions qui étaient lisibles par Oui. Ouais. Et je me demandais, on n'a pas parlé des booléens et des opérations booléennes, et parfois quand on traduit une opération booléenne, c'est une fonction, et les valeurs, true et false, oui, je ne les ai pas données, mais en fait, ce sont des valeurs aussi, comme les nombres ou comme des atomes.
Hein? Si je fais quelque chose du genre if x plus petit que y z, en langage noyau, le plus petit que ça sera une procédure, hein, un peu comme ça, et qui renvoie un booléen. Donc le booléen, la valeur peut être true ou false, qui sont des constantes, et après on peut dire if b tel, parce que l'argument de if peut toujours être un identificateur, et il faut bien sûr définir le b aussi. Donc, if x plus petit que, ça se traduit comme ça. Hein? X, le plus petit que c'est une procédure à 3 arguments, et le résultat c'est b. B c'est un booléen, et le if il prend donc ce booléen comme argument. Ça. Et il y a les valeurs true et false. On peut aussi dire par exemple b égale true. C'est un peu comme des atomes, ce sont des valeurs spéciales parce qu'elles sont retenues dans les opérations booléennes et par le Donc oui, je n'ai pas vraiment mis l'accent dessus, mais les true et false sont aussi des constantes. Ça va? Ça répond? Donc toutes les opérations built-in sont en fait des procédures. L'addition, soustraction, l'opération point. Si je fais A égale B, L point 2, A égale L point X, c'est le point, en fait, c'est une procédure. On a L, X, et ça renvoie A. Donc toutes les opérations qui font partie du système, dans le langage noyau, ça se voit comme des procédures. Ça va? Pas de questions sur le nombre de calcul? Non? Question? Moi, l'interrogation, on va les noter comme ça, et c'est des points et... Pardon? Plus. Si on va mettre un code en langage noyau, le L.x, on va devoir... Si vous le laissez comme ça serait bon. Je considère ceci comme un cycle syntaxique. Hein? Mais du moment que tous les arguments sont des variables. Hein? Si j'ai A égale x plus y, L.x plus y, ou un truc comme ça, c'est une expression imbriquée. Et ça, c'est pas bon. Il faut que chaque expression soit un seul appel de fonction. Dans le langage noyau, un appel de fonction, c'est ça la chose primitive. Donc, je peux faire par exemple c égale x plus y, et a égale l.c. Ici, on a un appel de procédure, plus ici, on a un appel de procédure, c'est le point. Mais si vous le laissez comme ça, c'est OK. Il ne faut pas forcément l'écrire comme ça. Du moment qu'on a c'est comme si une procédure avec 3 arguments. Ça va? Je n'ai pas vraiment mis l'accent dessus, c'était un peu implicite, mais chaque opération built-in, il faut un peu l'écrire comme ça, c égale x plus y, mais attention aux expressions imbriquées. Si j'ai x plus y fois z, il faut le défaire, il faut en faire 2 instructions, parce que x plus y fois z, il y a une autre variable nécessaire, r égale y fois z. Je vous montre. C'est le détail, mais dans la sémantique, c'est justement les détails qui sont importants. C'est pour ça, dans la sémantique, c'est justement là où c'est important d'avoir des détails. Si j'ai A égale x plus y fois z, ceci n'est pas un langage noyau, parce que ici on a une expression imbriquée de 2 opérations. Mais si on l'écrit comme ceci, on écrit c égale y fois z, ça c'est OK, et A égale x plus c, et bien sûr il faut définir le c, ça c'est OK.
Ça, c'est bien le langage noyau. Le C, c'est un résultat intermédiaire qui est invisible ici. Hein. Si je fais get fois Z, dans l'exécution, il faut le stocker quelque part. Et dans le langage noyau, je vois où il est stocké. C'est dans C. Et donc, chaque opération doit avoir son instruction séparée. Vous voyez ça? Donc, ceci n'est pas un langage noyau parce qu'il y a deux opérations dans une expression. Et le deuxième est bel et bien un langage. Vous voyez l'idée? Il ne faut pas une expression imbriquée n'est pas un langage noyau parce qu'il n'y a aucune syntaxe dans le langage noyau qui permet ça. Hein? Une ligne, c'est toujours un appel de procédure. Et si vous faites avec ça, je considère ça comme un supersyntaxique, c'est un appel de procédure. Okay. Ça va? C'est clair? Il n'y a pas d'autres questions? Tout est rapide? Oui? C'est quoi le genre de fonction qui a elle-même en argument? Qui a quoi comme argument? Qui a elle-même en argument. Ouh là là! Une fonction qui a elle-même en argument. Techniquement, c'est une fonction qui a l'ordre infini. Hein? C'est le genre de fonction qu'un informaticien un peu fou peut inventer. Oui, c'est donc l'ordre, c'est l'ordre maximum des arguments plus 1. Si la fonction se prend elle-même, bah, il n'y a pas de solution en entier. Donc en principe, l'ordre est infini dans ces cas. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner l'exemple comme ça, mais c'est clair, on peut inventer des exemples comme ça. C'est une fonction qui n'y a pas de limite à son niveau d'abstraction. C'est ça l'idée. Oui, question? C'est quand j'ai vu un exemple, quand on exécutait la machine abstraite, j'avais par exemple, allez, on pouvait avoir, allez, c'était, par exemple, on avait B égale 3, et B égale B et bon, je vous donne l'exemple. Dans l'instruction, on a la pile, on a B égale tour, avec son environnement. Ici, on a un X. il y avait un de théologie. Je n'ai pas l'examen de il y avait du soleil. Je sais qu'il y a un passage donc ceci, c'est la pile sémantique. Il y a deux instructions dessus, c'est ça. Il y a aussi une mémoire. Avec les variables et les affectations des variables. Sigma, en principe, dans ce environnement-là, il faudrait qu'il y ait un petit EB. Sinon c'est l'instruction, il y a une erreur. Et ici aussi, dans E', comme il y a un B là, le E', il faudrait que. Il pourrait y avoir autre chose, hein, mais l'environnement doit toujours donner un sens à l'identificateur. Donc, normalement, si on exécute un programme selon les règles, ça sera toujours vrai. Les environnements vont toujours contenir tous les identificateurs. Oui, si on a une composition séquentielle, si on a une composition séquentielle, on a deux instructions à l'intérieur d'un local, par exemple. On a local x égale 1, y égale x plus 2, ou x plus x. Parce que le local, dans le langage noyau, il contient toujours une instruction. Donc si on veut mettre plusieurs, il faut faire une composition séquentielle. Ça s'appelle l'ingénierie du langage noyau. C'est un peu ça la question. Et alors, lors de l'exécution, Lors de l'exécution, ceci
ici va se mettre x égale 1, ou z égale x plus x. Ça, c'est une instruction avec son développement. Quand on fait un pas de ça, on va le découper en deux instructions. X égale 1, E, suivi par y égale x plus x, E. Et à ce moment-là, et maintenant, on peut faire x égale 1. C'est ça? C'est ça la question? Oui. Donc, toutes les instructions composées de if, par exemple, S1, S2, c'est une instruction. À l'intérieur du local, il y a une instruction. À l'intérieur de la définition d'une procédure, il y a une instruction pour le corps de la procédure. Donc, si on veut mettre plusieurs, il faut utiliser la composition séquentielle dans ce cas. Et en fait, pourquoi faire ça? Parce que c'est plus simple. Il est plus simple de définir une fois la composition séquentielle et toutes les autres instructions ne permettent qu'une instruction à l'intérieur. Au lieu de, dans chaque instruction, permettre multiples, ce serait plus compliqué. Donc, il y a plusieurs manières de définir des langages noyaux. Et le langage que nous avons vu dans le cours a été plus ou moins conçu pour être bien factorisé. Donc toutes les choses n'existent qu'une seule fois dedans. Hein? Par exemple, on n'a que des procédures, pas de fonctions. On aurait pu avoir des fonctions et des procédures. Mais il n'y a aucune raison, parce qu'une fonction, on peut les définir comme une procédure. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'avoir deux choses qui sont presque la même chose. C'est une question d'ingénierie. Quand on construit un système, c'est bien de voir quelque chose de factorisé où chaque idée n'existe qu'une seule fois dans l'édifice. C'est aussi un bon principe pour la conception de logiciels. Ça va? Ça vous aide? Ça vous met un peu dans l'état d'esprit des sémanticiens. Vous avez encore des questions? Apparemment, il y a encore une minute. Je peux rester un peu plus longtemps si vous voulez. Hein. S'il y a des gens qui veulent discuter avec moi, après, il n'y a pas de problème. Oui. Acceptez-vous plusieurs déclarations dans le local X, Y, Z, in? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs déclarations dans le local? C'est un repas. Bah non, Là, non, tu ne ça pas c'est très souple. Si on fait local C, I, local B, si on mettait local C, D, ça je vais accepter. c'est la troisième.